On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marie-Roger Bilois, directrice d'Africa International Media Group. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Ravi de vous retrouver. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, un accord de cessez-le-feu au Liban. On est proche, estiment les États-Unis, alors que le cabinet de sécurité doit se réunir demain en Israël. Et puis, nouveau tir de missile entre l'Ukraine et la Russie face au risque d'escalade toujours présent avec Moscou. L'administration sortante et la prochaine aux États-Unis tente de s'entendre sur une position commune. C'est tout de suite. On va plus loin. Voilà bientôt 2 mois qu'on en parle et si l'on était à la veille d'un cessez-le-feu au Liban, c'est ce que semblent indiquer en tout cas plusieurs sources concordantes, jusqu'à l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui confirme le cabinet de sécurité israélien devrait se réunir. Il pourrait donner son accord d'ici demain, mardi. David Gilbert. Un léger regain d'optimisme au Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis dimanche soir, des informations remontent sur la possibilité d'un cessez-le-feu au Liban, confirmé par la Maison-Blanche et l'Élysée. Je salue les efforts diplomatiques en cours pour parvenir à une cessation des hostilités et j'exhorte les parties à accepter un cessez-le-feu. Selon le site d'information Axios, la médiation américaine aurait obtenu des autorités israéliennes qu'elles acceptent une trêve de 60 jours, supervisée par un comité international. Une période pendant laquelle l'armée libanaise se déploierait au sud Liban en échange du retrait des troupes israéliennes et de celles du Hezbollah. Selon des sources libanaises, Joe Biden et Emmanuel Macron pourraient annoncer eux-mêmes ce cessez-le-feu. Il faudra d'abord que le cabinet de sécurité israélien valide l'accord lors de sa réunion prévue mardi. Mais les premières déclarations des responsables de l'État hébreu ne sont pas forcément rassurantes. Le ministre de la Sécurité nationale, le suprémaciste Itamar Ben-Gvir, qualifie ce potentiel accord de grosse erreur. Et le ministre des Affaires étrangères pose des limites à sa mise en œuvre. La solidité de tout accord ne se mesurera pas aux mots ou à la formulation, mais uniquement dans l'application des 2 points principaux. Le premier est d'empêcher le Hezbollah de se déplacer vers le sud, au-delà du fleuve Litani, et le second est d'empêcher le Hezbollah de reconstituer ses forces et de se réarmer dans tout le Liban. En attendant, les frappes sur les zones chiites contrôlées par le Hezbollah, à Beyrouth, dans l'est et dans le sud du Liban, se sont encore intensifiées ce lundi. Au moins 25 cibles auraient été frappées selon Tsahal. Le ministère libanais de la Santé évoque au moins 12 morts dans la région de Tyr. Israël provoque une escalade pour faire pression sur l'autre partie afin qu'elle fasse des concessions. Le Hezbollah a lui aussi poursuivi lundi ses tirs nourris de roquettes avec une trentaine de projectiles lancés vers Israël. Dimanche, environ 250 missiles et drones avaient été tirés. Cessez-le-feu ou pas, on n'en est pas encore là. Mais qu'est-ce qui se dit au plus haut niveau à Jérusalem, Stéphane Amar ? On est plutôt optimiste, même si effectivement la décision finale n'est pas prise. On estime que cela va être validé demain lors de la réunion du cabinet de sécurité. Certains ont demandé plus de détails, d'autres se sont déclarés hostiles, comme le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. Mais globalement, les observateurs pensent que Benyamin Netanyahou imposera son point de vue. Ce que l'on sait ce soir sur ce cessez-le-feu, c'est qu'il devrait durer 60 jours. Il n'y aura pas de zone tampon au sud-Liban comme le demandait Israël. En revanche, il y aura une présence de l'armée libanaise, le Liban, l'État libanais qui devra s'engager à contrôler toute entrée d'armes sur son territoire, reprendre en main en somme l'armée, la force armée, ne pas la laisser au Hezbollah, ne pas laisser le Hezbollah former cette seconde armée au sein de l'État libanais. Tout cela, tout ce mécanisme sera supervisé par les États-Unis et aussi sans doute par la France, malgré l'opposition d'Israël qui ne souhaitait pas que la France soit impliquée dans ce processus à cause des tensions de ces dernières semaines entre Israël et la France du président Macron. Marie-Roger Bilois, c'est d'Israël que dépend aujourd'hui tout cessez-le-feu au Liban ? Eh bien non, je ne pense pas. C'est-à-dire, dépend, oui, mais ils ne le feront pas de leur propre gré parce qu'ils ont décidé d'être gentils ou de respecter le droit international. Je pense qu'on ne souligne pas assez l'impact qu'a eu ce mandat d'arrêt contre Netanyahou et Galland, qui est tombé
justement en plein pendant cette guerre du Liban. Et on a vu, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, que ce mandat d'arrêt était plutôt bien accueilli même par les soutiens habituels d'Israël, évidemment, sauf par les États-Unis. Mais les autres ont dit soit c'est pas bien, mais on sera obligé de respecter la loi. Et donc, voilà, ça fait quand même une pression. Sauf l'Allemagne, voilà. Pour des raisons historiques. Exactement. Mais la France, la Grande-Bretagne, la Hollande, on peut les citer, même l'Italie, ils ont tous dit on va respecter la loi, c'est-à-dire que si Netanyahou vient dans leur pays, ils vont peut-être l'acter. Bon, enfin, on a laissé ça ouvert. Et ça crée quand même une tension. Et la deuxième chose, c'est que on a demandé, les amis les soutiens de Netanyahou lui ont demandé de ne pas attaquer le Liban. Il a fait quand même, comme pour tout le reste. Mais à la fin, on nous annonce qu'il y aura un cessez-le-feu bientôt. Alors on se dit, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? C'est-à-dire, par rapport à toutes les invasions précédentes du Liban qui se sont déroulées à peu près de la même façon, on a eu des échanges de tirs entre le Hezbollah, etc. Et là, sauf que cette fois-ci, c'est plus massif du côté israélien. Ils ont commis beaucoup de destructions de civils, comme d'habitude. Donc, on se demande pourquoi... Pour qu'on comprenne, vous ne croyez pas au cessez-le-feu, en raison notamment de ces mandats d'arrêt mis par la CPI, ou au contraire, est-ce qu'il conduit non, mais je pense que ça a eu un certain impact. À consentir un cessez-le-feu. Oui, je pense que c'est une séquence assez négative pour le régime, et qu'un cessez-le-feu a aussi d'autres avantages, parce que ça va ramener les 60 000 réfugiés déplacés pourront rentrer chez eux. C'est aussi... Donc vous y voyez des effets positifs dit, voilà, ça peut être... ce qu'on appelle la justice internationale. Voilà, absolument, ça peut être ça. Gauthier, Israël, de son côté, met en avant sa sécurité. A priori, la stricte application de la résolution 1701 de l'ONU, contenue dans ce projet, que prévoit ce projet d'accord, devrait y suffire, non ? Oui, on a vu que ce n'était pas le cas par le passé. Et là, je rejoins ce que disait Marie-Roger, c'est que... Pour qu'on comprenne bien, la résolution 1701, oui, elle prévoit le déploiement de l'armée libanaise et de la FINUL, c'est-à-dire les casques bleus de l'ONU, à la frontière sud du Liban avec Israël, et donc le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani, qui donc permet à Israël d'avoir une forme de zone, non pas tampon, mais en tout cas plutôt sécurisée à son nord. Alors c'est ce qui correspond à peu près à ce qu'avait été la milice pro-israélienne de l'armée du Sud-Liban, qui était constituée de chrétiens libanais et qui servait justement... Bon, on a vu ce qu'il en est advenu. Donc cet accord contiendrait cette garantie-là, qui d'ailleurs figurait depuis 2006, puisqu'elle est la conséquence de la précédente guerre au Sud-Liban. Tout à fait. Et la question centrale découle de ce que vous venez de dire. Où en est l'armée libanaise? En quoi est-elle plus aguerrie ou plus en aptitude à remplir cette mission définie par la résolution qu'il y a donc 17 ans ou 18 ans. C'est ça le problème fondamental. Donc vous la croyez inapplicable dans l'État, cette résolution? C'est-à-dire qu'il faudrait une bonne volonté extrême d'une part et d'autre. Alors c'est vrai que l'isolement que subit Israël peut être éventuellement une raison, mais la difficulté aussi pour Netanyahou, c'est de dire il faut que je justifie cette action auprès de l'opinion publique. Et cette opinion publique, autant avant de déclencher qu'Israël ne déclenche cette offensive, disons, l'opinion était plutôt chancelante, elle n'était pas tout à fait d'accord. Mais là, elle dit, attendez, si on y va, autant y aller jusqu'au bout. N'est-ce pas aussi parce qu'aux yeux de l'opinion, si on compare à 2006, où il y avait eu beaucoup de pertes israéliennes au sol, on peut dire d'une certaine manière que cette offensive qu'Israël mène depuis bientôt 2 mois, si elle s'est traduite certes par énormément de dommages côté libanais et énormément de pertes humaines, pour Israël, c'est un succès. Oui, sauf que, vous voyez bien, les capacités, et vous l'avez cité tout à l'heure, certaines capacités du Hezbollah à atteindre Israël sont toujours là, et le retrait au nord du fleuve Litani, oui, est-ce que c'est un retrait qui permet au Hezbollah de se reconstituer? C'est pour ça d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères israélien a quelques réserves. Donc c'est ça, c'est paradoxalement, l'opinion publique en demande plus maintenant, et il faut pour Netanyahou se dire comment je règle la question pour leur faire avaler la pilule. Alors ce projet, il inclut la mise en place, qu'évoquait Stéphane Amar, d'un comité international pour surveiller l'application de cette résolution. C'est ce qui avait manqué depuis 2006. Alors,
Est-ce que ça pourrait permettre de débloquer la situation, de restaurer un semblant de confiance? Parce qu'on voit bien que c'est ce qui manque, de manière évidente. Oui, la confiance, je ne pense pas qu'on va la restaurer. Je crois qu'il y a un problème de lassitude aussi. Ça fait beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, beaucoup de destruction. Et à la fin, on ne sait pas quel objectif Israël voulait atteindre. Bon, on a éliminé des responsables du Hamas, du Hezbollah. Du Hamas aussi, d'ailleurs. Mais le Hezbollah est toujours aussi offensif. Il va se reconstituer. Vous en êtes persuadé? Certainement. Il peut pas ne pas se reconstituer. Peut-être sous une autre forme, mais il y aura toujours une résistance. S'il y a une chose qu'on a compris, c'est que jamais la cause palestinienne ne disparaîtra. On a pensé à un moment que ce serait le cas, au moment des accords d'Abraham, etc., jusqu'au 7 octobre. Et on sait que cette cause est là pour durer. Donc, après tous les massacres qu'on a vus, les destructions, les injustices, je crois que les alliés d'Israël, qui sont quand même, c'est le monde occidental, mais de l'autre côté, même ceux qui avaient de la sympathie, maintenant regardent. Quelqu'un parlait d'un cercle de haine qui s'est construit autour du régime israélien, c'est des Britanniques. Il y a aujourd'hui quelque chose de totalement, je dis, sinistre et qui va condamner quand même Israël à trouver une solution un jour ou l'autre. Israël a perdu la bataille de la communication. Pour autant, le Hezbollah n'a-t-il pas violé tous ses engagements depuis 2006? Et comment faire pour demain le contraindre à les respecter sous peine de voir cette guerre se poursuivre? Parce que c'est bien cela qui est en jeu. C'est vrai. Et le Hezbollah n'est pas très sympathique parce que c'est soutenu par l'Iran qui n'est pas un pays sympathique. Et le Hezbollah aussi domine la politique libanaise, empêche ce pays de vivre d'une façon ou d'une autre. Et si bien que on a même vu une partie des Libanais qui se disaient peut-être qu'on va nous débarrasser de ça. Mais ça, c'est entrer dans la politique intérieure libanaise avec les factions qu'on sait. Mais je crois aussi qu'il n'y a pas beaucoup de Libanais qui sont heureux qu'on vienne détruire leur pays. Et malgré tout, je crois qu'il y a toujours une sympathie, un soutien pour la cause palestinienne dans tous ces pays, dans tous les pays arabes, même si les dirigeants sont beaucoup plus tièdes. Et je ne crois pas que ça va se terminer. Ça fait 60 ans que ça dure. Et là, avec la médiatisation de ce conflit cette fois-ci, je crois que ça va faire durer encore la souffrance. Désarmer le Hezbollah reste une chimère, d'après vous, Gauthier? Ça dépend de ce que vient de dénoncer, de mentionner Marie-Roger. Moi, alors, je suis en désaccord là. Je ne suis pas du tout persuadé que cette cause palestinienne qu'on a vue mise sous le tapis, je cite souvent, pardonnez-moi, mais l'épisode Trump avec son gendre Kushner qui avait trouvé un plan qui faisait de la Cisjordanie, par exemple, une zone commerciale, où on faisait des échanges, plus aucune revendication palestinienne. Est-ce qu'on a vu bouger le Hezbollah? Pas trop. Est-ce qu'on a vu bouger le Hamas? Est-ce qu'on a vu bouger les pays arabes? Moi, je crois que pour les pays arabes, pour certains, pas pour tous, mais la cause palestinienne est un alibi pour pouvoir fournir aux masses qui sont éventuellement déçues et socialement frustrées une sorte de soupape pour évacuer cette frustration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas persuadé, précisément à propos du Hezbollah, que la solidarité avec le Hamas soit prioritaire. Je pense que quand ils ont agi le 8 octobre en signe de solidarité avec le Hamas, c'était aussi une question de standing. Le Hezbollah, au sein du monde arabe, doit se présenter comme étant celui qui est le plus solidaire des Palestiniens. Mais là, maintenant, les choses où elles en sont pour le Hezbollah, eh bien, les Palestiniens, ils passeront plus tard et par pertes et profits, vraisemblablement. Donc, cette mobilisation, on le voit bien aussi en Occident, c'est une mobilisation qui est non pas pour les Palestiniens, mais qui est calquée, qui est comme une option politique interne à des questions internes qui sont indiscutables et qu'on emprunte à ce conflit israélo-palestinien, d'ailleurs aussi avec une relative méconnaissance et mépris des choses palestiniennes et aussi une dose d'antisémitisme. Donc je ne crois pas à cette solidarité généreuse et authentique. Alors, je suis assez d'accord sur la partie européenne parce que l'histoire de l'Europe vis-à-vis d'Israël est celle qu'on connaît. Mais par exemple, en Afrique et dans les pays
ce qu'on appelle le Grand Sud, le Sud global, il y a une solidarité, j'allais dire, intrinsèque avec les Palestiniens, parce qu'on reconnaît là... Qui date de Nelson Mandela. Hein, absolument, et bien, voilà, tout à fait, parce qu'on reconnaît là les structures de domination coloniale qu'ont connues beaucoup de pays. Et en plus... plus que la domination coloniale, il y a eu cet apartheid et on a beaucoup de traits communs. C'est-à-dire, on a une minorité qui opprime une majorité, qui la chasse de ses terres et qui surtout en appelle à la solidarité du monde occidental pour dire, vous comprenez, vous êtes, nous on est comme vous, on est blancs comme vous, et eux c'est des êtres inférieurs, c'est normal qu'on les soumette. Qui représentent 20% de la population israélienne et qui disposent du droit de vote et des mêmes droits que les citoyens, les autres citoyens non juifs. Il y a des nuances, mais enfin, il y a Gaza, il y a la Cisjordanie, on a tous les territoires qu'on est en train de reprendre, de grignoter. Enfin, il y a toutes les violations du droit international. Et aussi, il y a l'Afrique du Sud n'a jamais commis des massacres à cette échelle. Et donc ça, je crois que cette cause-là, les gens regardent. Et puis aussi maintenant... Ses voisins n'ont jamais déclaré la guerre à l'Afrique du Sud. En tout cas, pas dans ces proportions-là, pas avec ces moyens-là. L'Afrique du Sud attaquait quand même ce qu'on appelait les pays de la ligne du front, le Mozambique, etc. Il y avait des incursions. Il y a par exemple des combattants de la liberté comme Ruth First, qui est un mentor. Ruth First, qui était une journaliste... justement juive sud-africaine, qui était en opposition avec l'apartheid, qui était en Mozambique, qui a été tuée par une bombe ce sont des États, les voisins d'Israël, qui à 3 reprises ont déclaré la guerre à Israël. Les voisins... Enfin, c'est une situation d'occupation. Donc, voilà. Donc, s'il n'y avait pas cette occupation, s'il n'y avait pas l'histoire qu'on connaît, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas, parce qu'il faut toujours rappeler que les Juifs en Afrique du Nord, dans le monde arabe, vivaient en bonne intelligence avec eux. Donc, avant que le génocide et l'Holocauste en Europe provoquent la situation qu'on connaît. Voilà pour le Proche-Orient et cet espoir de cesser le feu, ou cette possibilité du moins. Peut-être demain, on en saura plus. Des drones et des missiles, l'Ukraine a essuyé une nouvelle pluie de projectiles venus de Russie sur ses principales villes, Kiev, Kharkiv, Odessa. Côté russe, on assure avoir abattu 8 missiles balistiques ukrainiens ainsi que des bombes aériennes de fabrication américaine. Le tout alors que Moscou a clairement menacé de frapper l'Occident en cas d'attaque du territoire russe. Le point avec Florent Audeau. Dans ce quartier résidentiel d'Odessa, la grande ville du sud de l'Ukraine, les dégâts de la frappe russe sont impressionnants. C'est la 3e ou 4e fois que cette zone est frappée par un missile. C'est vraiment effrayant à chaque fois. À l'intérieur de l'appartement, tout tombe et les fenêtres se brisent. Après plusieurs tentatives, ces secouristes ukrainiens arrivent enfin à accéder au bâtiment. À l'intérieur, plusieurs femmes âgées, incapables d'évacuer par leurs propres moyens. Certaines sont même blessées. Odessa donc, mais aussi Kharkiv. L'objectif de Moscou est clair, saper encore un peu plus le moral d'une population civile usée par 33 longs mois de guerre. De leur côté, les forces ukrainiennes ont frappé la région russe de Koursk qu'elles occupent partiellement depuis le mois d'août. Pour Kiev, l'enjeu est immense. Il s'agit de conserver le contrôle de cette zone avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à Washington et une éventuelle négociation avec Vladimir Poutine. Un président russe qui se veut ces derniers temps très menaçant. Recours possible à l'arme nucléaire, utilisation récente d'un missile nouvelle génération. Le chef du Kremlin veut faire savoir au monde qu'il faut le prendre au sérieux. Gauthier, faut-il craindre une escalade ou sommes-nous toujours dans le registre des menaces employées par la Russie depuis 2 ans et demi, jusqu'ici, il faut bien le dire, sans conséquences, en tout cas pas militaires, pour l'Occident? C'est-à-dire cette question, on se la pose depuis février 2022. Là, ce qu'il faut peut-être essayer de se demander, c'est en quoi, qu'est-ce qu'elle peut signifier d'autre que cette menace portant sur le nucléaire. Bon, ce qui paraît évident, c'est que militairement,
la Russie avance, mais elle le fait au prix de pertes humaines qui ne comptent pas pour Poutine, mais qui sont énormes dans un pays où la démographie est en berne. Et d'un coût financier croissant, puisqu'il faut convaincre maintenant les recrues de se joindre au front. Ça veut dire des primes, ça veut dire aussi effacer les dettes. C'est la dernière mesure. Voilà, c'est effacer les dettes, c'est aussi remettre en liberté des criminels, mais épouvantables, qui d'ailleurs, dont s'inquiète la population, parce que lorsqu'ils reviennent du front, eh bien, ils ont en principe une vie tout à fait normale. Donc c'est vrai qu'il y a là une rhétorique, mais qui a toujours existé, c'est-à-dire la rhétorique de l'effroi. C'est causer et instiller l'effroi chez les autres pour qu'il n'y ait pas d'action inconsidérée. Simplement, là, je rappelle que dans ce cadre-là, la doctrine militaire de la Russie a été modifiée. Bizarrement, depuis 2020, alors qu'elle était restée en matière d'emploi du nucléaire sur le côté riposte à une attaque, là, maintenant, elle est... disons que la Russie se donne le droit d'attaquer avec du nucléaire tactique pour obtenir ce qu'on appelle une désescalade par la force, ce qui est effectivement un changement gravissime, d'autant qu'en plus, ce qu'on a l'air d'oublier, c'est qu'une bombe tactique, ma foi, on dit c'est moins grave que la stratégique. En réalité, ce que les Américains ont lancé sur Hiroshima ou Nagasaki, c'était des bombes tactiques, et donc c'est capable évidemment de déserter, d'électrifier, de radier des kilomètres et des kilomètres carrés. Alors écoutez ce qu'affirme Vladimir Poutine à propos de ce missile balistique de portée intermédiaire d'un type nouveau employé la semaine dernière en Ukraine. La question de la poursuite du déploiement des missiles de moyenne et de courte portée sera décidée par nous en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Les cibles à atteindre lors des nouveaux essais de nos derniers systèmes de missiles seront déterminées en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Fédération de Russie. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui prévoient d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Alors on apprend que l'équipe de Donald Trump travaillerait à un arrangement avec celle de Joe Biden sur l'Ukraine. On est déjà dans une désescalade face à ce que dit Vladimir Poutine ou pas, Marie-Roger? Oui, certainement désescalade, même si on a entendu sur différents plateaux les experts militaires ne pas croire à cette menace réelle parce qu'elle aura aussi des conséquences pour la Russie elle-même. Mais le fait est que malgré les pertes russes, malgré tout ce que décrit Gauthier, la situation est dramatique, surtout pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine a perdu du territoire, on dit 40% de ce qu'elle avait gagné. Et surtout, même si Biden, l'équipe de Biden et celle de Trump veulent travailler ensemble, on sait quand même que J.D. Vance, le futur vice-président, pense qu'il faut faire une zone démilitarisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va geler les fonds et l'Ukraine ne pourra pas récupérer tout ce que la Russie a réussi déjà à conquérir et que voilà, c'est une défaite pour l'Ukraine, pour dire les choses comme elles sont. Et on entend beaucoup de choses maintenant. On entend aussi que les Européens qui comprennent que là, tout ce qui vient des États-Unis, c'est quand même du désengagement. Il faut faire des choses ensemble. On parle d'un noyau maintenant entre la France et l'Angleterre. Il paraît qu'il y en existe d'autres et qui seraient pour la paix et aussi la victoire en Ukraine. On ne sait pas trop bien comment il va faire. Mais on parle également de sociétés privées. Je voudrais qu'on s'y arrête un peu, puisqu'on parle très officiellement de faire appel à des... Voilà, ils appellent ça société privée militaire et qu'on paierait pour se battre soit aux côtés des militaires, soit tout seul pour maintenir après on ne sait pas quoi. Et bien ça s'appelle des mercenaires. Et donc, je crois que tous ceux qui entendent ça et qui sont en Afrique vont se demander, mais alors pourquoi on faisait tant de foin autour de Wagner, qui est aussi un groupe de mercenaires, puisque on va... carrément officialiser l'usage de ce genre de groupe et qu'on en parle maintenant très sérieusement. Gauthier, Reginski. Oui, alors
Wagner, malheureusement, il est célèbre en Afrique, et maintenant, peut-être qu'il y a une prise de conscience de par les exactions qu'il commet, le fait qu'il est là, que ce groupe est là pour maintenir les régimes en place, pour s'en mettre plein les poches, et au besoin, ne pas hésiter à appuyer sur la gâchette. Bon. Mais vous avez raison, hein, les histoires de mercenaires, c'est toujours ce que l'on active lorsque on a honte de se retirer d'un terrain, et là, manifestement, il y a quelque chose d'assez vertigineux. Souvenez-vous que en 2022, à l'été, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et le Premier ministre roumain étaient allés voir Zelensky à Kiev en disant « On vous soutient jusqu'à la victoire ». Elle est où la victoire ? Et vous voyez très bien que les armes, comme d'habitude, y compris le fait que Joe Biden ait libéré en quelque sorte l'usage des armes pour le territoire russe, ça vient toujours au moment où l'Ukraine est vraiment en difficulté. Et ça permet éventuellement de remettre à niveau l'Ukraine, mais jamais de lui donner un ascendant qui permettrait des négociations. Parce qu'au fond, si c'est la paix qu'on veut... tard maintenant. Et voilà. Il n'est pas trop... oui, la question se pose sérieusement. Mais en tout cas, si l'on veut vraiment arriver à des négociations... Ou alors on dit, voilà, l'Ukraine sera crucifiée, et par là même, on a oublié ça, et par là même notre avenir aussi. Ou bien, sinon, on lui donne un moyen d'avoir une position de force par rapport à Poutine qui, dans l'état actuel des choses, se demande bien pourquoi il irait à la table des négociations. Rien ne l'y incite sérieusement. Non, là, je suis assez d'accord. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra, maintenant que Biden est en train de partir, il faudra juger, un peu évaluer ce qu'il a fait par rapport à l'Ukraine. Je crois que dès le départ, si on en est là aujourd'hui, c'est en partie à cause de lui. Oui. Parce que dès le départ, il faut toujours le rappeler, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que des fois, on oublie le départ de tout ça. Lorsqu'il a vu que Poutine allait envahir l'Ukraine, la première chose qu'il dit... Nos boots sont nos crânes, bon, vous pouvez faire, vous faites ce que vous voulez, nous, on n'intervient pas. Eh bien, ça a déclenché. Donner le blanc-seing, on ne sait pas. S'il avait respecté ce qu'on a appelé après l'ambiguïté stratégique, on ne sait pas, on ne saura jamais si Vladimir Poutine serait allé jusqu'au bout. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est très important, cette histoire, pour l'Europe, pour le monde occidental, parce que c'est lui-même, ce monde occidental, qui a désigné le conflit ukrainien comme un marqueur voilà, complètement, que si on ne peut pas perdre l'Ukraine. Et si on perd, effectivement, ça va être totalement désastreux. Pas que le monde occidental. Vous voyez bien qu'en Afrique, les petits dictateurs se diront « Mais c'est fantastique, la voie est toute pavée. On n'a rien fait contre Poutine, on ne fera rien contre ça, c'est exact. Mais en même temps, ce qui m'a frappé, on a vu au départ, des gens étaient quand même assez choqués par l'invasion. Mais de plus en plus, il y a eu cette distance. Et même, j'ai rencontré des gens qui disaient on viendrait même aider les Russes si on le pouvait. Donc, vous voyez comment ça s'est dégradé. Merci beaucoup, Marie-Roger Biloa, pour ce retour. On va plus loin. Merci, Gauthier. Retour gagnant. Retour gagnant dans 3 minutes. Un nouveau journal dans l'essentiel. Reste avec nous. Chapristi ramène le super pouvoir de jouer à tous. C'est notre grain de folie qui nous rend inspirants, désirables, envoûtants. C'est notre grain de qualité qui rend nos capsules uniques. Carte noire, l'élan d'un grand café. The Avignon Theatre Festival is...
Désormais, avec l'abonnement Deliveroo Plus Or, cagnotez 10% sur vos commandes restaurants et cumulez des euros à utiliser sur tout Deliveroo. Et toujours pas de frais de livraison. Deliveroo, oh, là on est bien. The Avignon Theatre Festival is 40 official production. المتطوعون يحاولون